tu es juste jalouse de ma fille parce que tu ne peux pas en avoir, a hurlé ma belle-sœur à travers la salle à manger juste après que son enfant a gâché le dîner de famille, et qu'elle m'en a entièrement rejeté la faute. Vous avez exactement deux choix en ce moment, a ordonné ma belle-mère, la matriarche incontestée et fondatrice de l'entreprise familiale, en frappant la table de sa main. J'ai regardé mon mari, attendant désespérément qu'il me défende. Il est resté complètement silencieux, découpant calmement son steak et se resservant à manger comme si je n'existais même pas. Ils s'attendaient tous à ce que je m'effondre et que je supplie leur pardon. Au lieu de m'excuser, j'ai réservé un billet aller simple. Quand ils ont finalement réalisé que j'étais réellement parti, leurs visages sont devenus complètement blêmes. Bienvenue en mode vengeance. Prenez vos encas, mettez-vous à l'aise, et souvenez-vous que les gens qui confondent votre patience avec de la faiblesse apprennent toujours leurs leçons à la dure. Appuyez sur ce bouton d'abonnement pour ne jamais manquer une histoire dramatique. Je m'appelle Solange. Je suis une ingénieure logicielle senior de 32 ans. Pendant si longues années, j'ai été l'épine dorsale invisible de la start-up de biotechnologie marine de ma belle-mère, basée à Tampa, en Floride. J'ai passé d'innombrables nuits blanches à écrire le code de base complexe et à maintenir méticuleusement les systèmes de données massifs qui faisaient tourner tout leur empire. Même si j'étais le cœur battant de leur opération, sa famille ignorait constamment mon existence. Au lieu de cela, ils exhibaient fièrement mon mari, lui attribuant tout le mérite de l'architecture logicielle parfaite que j'avais construite à partir de zéro. J'ai ravalé ma fierté parce que je pensais que nous construisions un héritage familial. J'avais complètement tort. Le dîner annuel a commencé précisément à 19h dans la grande demeure en bord de bail appartenant à Jeanne, ma belle-mère. La salle à manger massive résonnait de voix fortes et du tintement de cristal coûteux. Jeanne était assise en bout de la longue table, contrôlant toute la pièce comme une dictatrice impitoyable. Elle exigeait une attention absolue de la part de toutes les personnes présentes. Alors que les serveurs apportaient le plat principal, elle a levé son verre et a concentré toute son attention sur Tristan, mon mari. À Tristan, a annoncé Jeanne d'une voix forte, forçant toute la salle à cesser de parler et à écouter. Nous savons tous exactement combien de longues nuits tu as veillé à coder ce mois-ci. La récente migration de la base de données a été absolument parfaite. Tu portes toute cette entreprise de biotechnologie marine sur tes épaules. Nous sommes tous incroyablement fiers de ton génie technique et de ton leadership. J'étais assise raidement à côté de lui, fixant mes mains. C'est moi qui étais resté éveillé pendant 3 semaines consécutives. J'avais écrit chaque ligne de cette architecture complexe pendant que Tristan dormait profondément dans notre chambre. Tristan n'a pas corrigé sa mère. Il a souri vivement, a levé son propre verre et a gracieusement accepté les applaudissements. Il s'est joyeusement approprié mon dur labeur sans la moindre once de culpabilité. J'ai ravalé l'injustice amère et suis restée complètement silencieuse, donnant bêtement la priorité à l'harmonie familiale plutôt qu'à ma propre reconnaissance professionnelle. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance, mais le ressentiment brûlait profondément en moi. L'air dans la pièce semblait incroyablement lourd et suffocant. Quelques instants plus tard, le véritable chaos a éclaté. Audrey, ma belle-sœur, a laissé sa jeune fille courir follement autour de la table de salle à manger formelle. L'enfant courait en cercle rapide, ignorant complètement les serveurs qui transportaient des plats chauds. Soudain, elle a violemment heurté le dossier de ma lourde chaise en bois juste au moment où je levais mon verre. L'impact soudain a projeté mon bras en avant. Une grande giclée de vin rouge foncé a volé dans les airs et a trempé directement le devant de ma robe en soie blanche. Le liquide froid a ruiné instantanément le tissu coûteux. J'ai eu un léger hoquet et j'ai rapidement saisi une serviette en tissu pour contenir le désordre. Je m'attendais naturellement à des excuses de base. Un parent normal s'excuserait immédiatement et aiderait à nettoyer la tâche. Audrey a fait exactement le contraire. Elle s'est précipitée en avant, a agressivement arraché sa fille et a plaqué ses 2 mains à plat sur la table en chêne massif. « Quelle tête tu fais » a hurlé Audrey furieusement, me fixant avec une haine pure. Tu l'as dévisagé délibérément. Tu as intentionnellement terrifié mon enfant juste parce qu'elle a accidentellement heurté ton siège. Toute la salle est devenue complètement silencieuse. Tout le monde a arrêté de manger. J'ai pris une lente inspiration, me forçant à rester très rationnel. Audrey, je n'ai dévisagé personne, ai-je déclaré calmement, en tamponnant la soie abîmée. Elle courait incroyablement vite. C'était juste un accident. Personne n'est fâché. Mon ton calme et logique a agi comme de l'essence jetée sur un feu ouvert.
Le visage d'Audrey est devenu violemment rouge. Elle a perdu tout contrôle, pointant un doigt tremblant directement sur mon visage. Ne me parle jamais de la façon dont les enfants se comportent, a-t-elle hurlé, sa voix se brisant de malice intense. Tu restes assise là à juger silencieusement mon rôle de parent parce que tu es incapable d'être une mère. 6 ans de mariage et tu n'as absolument rien donné à cette famille. Tu es juste amèrement jalouse de ma fille parce que tu ne peux pas en avoir. Ces mots vicieux m'ont frappé comme un coup physique à la poitrine. C'était l'insulte la plus intrusive et la plus cruelle imaginable. Ma vision s'est légèrement brouillée, mais j'ai refusé de verser la moindre larme. J'ai lentement tourné la tête et j'ai regardé directement Tristan. C'était le moment exact où un vrai partenaire se lèverait, ferait taire sa sœur et exigerait un respect immédiat pour sa femme. J'ai fixé le côté de son visage, attendant qu'il parle. Tristan n'a même pas levé les yeux de son assiette. Il a pris son couteau et sa fourchette en argent, a méticuleusement découpé un petit morceau de son steak et l'a mis dans sa bouche. Le grincement métallique de son couteau contre l'assiette en porcelaine a résonné bruyamment dans la pièce silencieuse. Il a choisi son dîner plutôt que ma dignité. Désespéré de trouver le moindre signe de décence humaine élémentaire, j'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de la table vers Gérard, mon beau-père. Gérard fixait intensément ses genoux, se recroquevillant physiquement sur sa grande chaise. Il était assis complètement figé, terrifié à l'idée de mettre en colère sa femme dominante et sa fille déséquilibrée. Il ne possédait absolument aucune autorité dans sa propre maison. Il a entendu les insultes horribles, a vu ma robe abîmée, et a choisi de rester complètement muet. Il a lâchement permis à Jeanne et Audrey de me piétiner entièrement. J'étais assise, entourée de lâches, complètement abandonnée par les gens que j'avais passé des années à essayer de sauver. Le grincement métallique du couteau de Tristan s'est soudainement arrêté. Avant que quiconque puisse parler, Jeanne a claqué son lourd verre à eau en cristal sur la table en chêne massif. Le bruit sec a résonné vivement à travers la pièce, faisant sursauter les serveurs engagés qui se sont rapidement reculés contre les murs. Jeanne s'est levée lentement de sa chaise, dominant la table avec une autorité absolue. Elle a pointé un doigt rigide directement sur mon visage, ses yeux froids et totalement impitoyables. Elle ne se souciait pas de la vérité ou du vin renversé. Elle ne se souciait que d'affirmer sa domination totale et de protéger sa lignée à tout prix. Vous avez exactement 2 choix en ce moment, a ordonné Jeanne, sa voix tranchant l'air tendu comme une lame de rasoir. Vous allez vous lever, faire le tour de cette table jusqu'à Audrey, et vous excuser immédiatement pour votre comportement inacceptable. Vous allez implorer son pardon devant toute cette famille. Ou, vous allez faire vos valises et quitter ma maison à l'instant. Je ne tolérerai pas ce niveau de manque de respect envers ma fille sous mon propre toit. J'ai déplacé mon regard de l'autre côté de la table vers Gérard, espérant désespérément que le patriarche interviendrait. Il a nerveusement ajusté son col et a activement évité de croiser mon regard. Il avait l'air absolument terrifié par sa propre femme. Oui, a balbutié faiblement Gérard, sa voix à peine plus forte qu'un murmure forcé. Oui. Elle a tout à fait raison. Vous devriez vraiment écouter votre mère. S'il vous plaît, n'aggravez pas la situation plus qu'elle ne l'est déjà. Il a instantanément renoncé à sa dignité, validant complètement les fausses accusations contre moi, juste pour éviter de devenir la prochaine cible verbale de Jeanne. La trahison de ma belle famille était entièrement prévisible. Le coup fatal est venu directement de l'homme que j'avais épousé. Tristan a finalement posé sa fourchette en argent sur son assiette et a soupiré lourdement. Il avait l'air incroyablement agacé par l'inconvénient de mon humiliation publique. Il n'avait pas l'air en colère contre sa sœur pour avoir vicieusement attaqué mes antécédents médicaux. Il avait l'air complètement épuisé par mon refus de me soumettre instantanément à sa rage déséquilibrée. « Excuse-toi et finissons-en », a marmonné froidement Tristan, s'essuyant nonchalamment la bouche avec une serviette en lin. Ces mots exacts ont brisé notre mariage de 6 ans en 1 million de morceaux irréparables en une fraction de seconde. Il n'a pas crié. Il ne m'a pas frappé. Il a simplement choisi son propre confort au détriment de ma destruction absolue. Il a exigé que je m'agenouille devant sa sœur abusive pour qu'il puisse finir confortablement de manger son steak coûteux sans autre interruption. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas perdu un seul souffle à argumenter avec des gens profondément déterminés à mal me comprendre. Le chagrin écrasant s'est instantanément évaporé, rapidement remplacé par une clarté profonde et glaciale. J'ai regardé autour de la grande table la matriarche arrogante, la sœur vengeresse,
le père lâche et le mari totalement pathétique. J'ai souri doucement. C'était un sourire sincère et détendu qui a visiblement déstabilisé toutes les personnes assises dans la pièce. J'ai soigneusement placé ma serviette à côté de mon assiette, j'ai reculé ma chaise et je me suis levé avec grâce. Je n'ai pas prononcé un seul mot de défense. Je me suis simplement retourné et j'ai monté directement le grand escalier. Je suis entré dans la chambre d'amis et j'ai immédiatement sorti ma grande valise du placard. J'ai agi avec une précision clinique, pliant rapidement mes vêtements et rassemblant mes affaires personnelles. J'ai ouvert mon ordinateur portable de travail pour transférer à la hâte mes fichiers personnels avant de l'éteindre complètement. Alors que l'écran s'illuminait, une nouvelle notification est apparue dans ma boîte de réception d'entreprise. C'était une note de service interne très confidentielle rédigée par Jeanne, copiée par négligence à mon adresse électronique administrative secondaire. J'ai rapidement ouvert le message et lu le court paragraphe. La note annonçait formellement un plan de restructuration majeur de la direction. À partir du lundi suivant, Audrey prendrait officiellement la tête de toute la division technique. Jeanne avait secrètement promu sa fille totalement incompétente pour me remplacer à la tête du département logiciel. Le conflit soudain en bas n'avait jamais porté sur du vin renversé ou la discipline des enfants. C'était un assassinat calculé et prémédité de ma réputation professionnelle. Ils avaient délibérément manigancé cette énorme dispute publique pour me forcer à quitter l'entreprise tout en me faisant passer pour l'agresseuse instable. Ils voulaient désespérément mon code complexe, mon système automatisé et mon travail acharné, mais ils voulaient confier le titre de direction officielle directement à Audrey. Ils croyaient fermement que j'allais simplement pleurer, accepter la rétrogradation humiliante et continuer à faire tout le travail réel en coulisses pour toujours. Immédiatement après avoir lu cette courriel très confidentielle, j'ai ouvert la sauvegarde de mon ordinateur portable d'entreprise et j'ai commencé à exécuter ma stratégie de sortie finale. Je refusais de laisser des détails en suspens que Jeanne pourrait instrumentaliser contre moi dans un tribunal fédéral. Je me suis connecté directement aux serveurs centraux de l'entreprise en utilisant mes identifiants chiffrés. Agissant avec une précision absolue et calculée, j'ai téléversé chaque ligne de mon code source mis à jour dans le référentiel principal de l'entreprise. J'ai méticuleusement transféré tous les algorithmes de données propriétaires, les scripts de suivi environnemental marin automatisés et les architectures de base de données complexes. J'ai délibérément organisé et déposé des fichiers de documentation technique très détaillés parce que je voulais avoir les mains complètement propres. J'ai suivi strictement les protocoles d'entreprise américains standards pour me protéger légalement de toute future accusation de sabotage malveillant. Une fois le transfert massif de données terminé avec succès, j'ai rédigé un message urgent et hautement prioritaire à l'équipe de sécurité technologique interne. Je leur ai explicitement demandé de révoquer immédiatement mes privilèges administratifs suprêmes sur toutes les plateformes logicielles. J'ai formellement renoncé à mon accès numérique à l'infrastructure cloud distante, aux salles de serveurs physiques et aux partitions de données clients de biologie marine très confidentielles. J'ai explicitement exigé un reçu système automatisé confirmant que mon empreinte numérique au sein de la start-up était définitivement effacée et complètement verrouillée. En me verrouillant volontairement hors de l'ensemble du réseau sécurisé, j'ai réussi à neutraliser toute tentative future de Jeanne ou d'Audrey de me blâmer légalement pour leurs inévitables échecs techniques. Ensuite, j'ai ouvert un courriel vierge adressé directement au département des ressources humaines, en copiant officiellement Jeanne en sa qualité de présidente directrice générale. J'ai gardé le message numérique incroyablement bref, juridiquement précis et brutalement professionnel. J'ai officiellement annoncé ma démission formelle de mon poste essentiel d'ingénieur logiciel senior. Opérant strictement selon les lois sur l'emploi à volonté qui régissent fortement l'État de Floride, j'ai déclaré légalement mon départ permanent avec effet immédiat. J'ai spécifiquement renoncé à tout droit ou obligation concernant une période de préavis standard de 2 semaines. J'ai cliqué sur Envoyer, coupant instantanément mes liens professionnels avec l'empire toxique que j'avais personnellement bâti à partir de rien. J'ai soigneusement effacé l'ordinateur portable de l'entreprise de mes mots de passe personnels, je l'ai éteint en toute sécurité et je l'ai placé proprement sur le bureau en bois de la chambre d'amis. J'ai tourné mon attention immédiate vers mon téléphone portable personnel. J'ai ouvert une application de compagnie aérienne commerciale et j'ai rapidement réservé un billet aller simple en classe premium directement pour New York. Pendant plusieurs longues années, des recruteurs d'élite de conglomérats technologiques mondiaux massifs avaient désespérément essayé de me débaucher. J'avais toujours poliment décliné leurs offres financières incroyablement généreuses parce que je croyais bêtement que je devais une loyauté inébranlable à l'entreprise familiale de mon mari. Cette loyauté entièrement déplacée était maintenant complètement morte.
J'ai attrapé ma valise entièrement faite, j'ai fermé la fermeture éclair du tissu épais et j'ai tiré la poignée en métal froid. Avant de quitter la chambre silencieuse, j'ai ouvert ma liste de contacts numériques pour exécuter la tâche la plus profondément satisfaisante de toute la soirée. Je suis allé directement au profil de Jeanne et j'ai appuyé sur bloquer. J'ai fait défiler jusqu'à Gérard et j'ai bloqué son numéro de façon permanente. J'ai bloqué Audrey sans une seule seconde de réflexion. J'ai ensuite trouvé le profil de contact de Dylan, le jeune frère profondément privilégié et complètement inutile de Tristan. Je l'ai également bloqué fermement, m'assurant agressivement que toute la lignée toxique était définitivement coupée de mon existence privée. Enfin, j'ai fixé le nom de Tristan qui brillait sur mon écran lumineux. L'homme qui avait promis avec assurance de me protéger venait d'échanger ma dignité contre un dîner au steak tranquille. J'ai appuyé sur le bouton de blocage rouge, effaçant numériquement mon lâche de mari de ma vie. J'ai pris mes clés de voiture et j'ai roulé ma valise silencieusement dans l'escalier de service. La grande maison de luxe était encore vivement éclairée. Je pouvais clairement entendre les sons faibles et étouffés de rires bruyants et de verres en cristal qui tintaient continuellement depuis la salle à manger. Ils célébraient encore aveuglément leur prétendue victoire, complètement inconscients que toute leur infrastructure numérique reposait maintenant entièrement entre les mains profondément incompétentes d'Audrey. Je me suis glissé silencieusement par la lourde porte latérale dans la chaude nuit de Floride. J'ai chargé mes lourds bagages dans le coffre de ma voiture, j'ai démarré le moteur et je me suis éloigné de l'imposante demeure en bord de bail. J'ai rejoint l'autoroute déserte, conduisant à vitesse constante vers l'aéroport international, laissant les débris fracassés de mon mariage toxique loin derrière dans le rétroviseur sombre. 3 jours après mon arrivée à New York, les capteurs environnementaux très sensibles déployés sur le littoral de la Floride ont simultanément perdu leur synchronisation. Le système de suivi complexe que j'avais construit nécessitait des commandes de calibrage manuel extrêmement précises chaque matin pour traiter correctement l'afflux massif de données océaniques. Sans mes ajustements algorithmiques quotidiens, la base de données centrale a immédiatement commencé à rejeter toute la télémétrie entrante. Les sécurités numériques automatisées se sont déclenchées une par une, provoquant en cascade une défaillance opérationnelle massive qui a complètement paralysé l'ensemble du réseau de surveillance côtière. À l'intérieur du bureau principal de l'entreprise à Tampa, Audrey était assise derrière mon ancien bureau, occupant fièrement son tout nouveau rôle de directrice de la technologie. Son arrogance imméritée s'est évaporée à la seconde exacte où l'énorme tableau de bord numérique monté sur le mur du bureau a clignoté violemment en rouge. Des sirènes d'avertissement perçantes ont retenti à plusieurs reprises dans les haut-parleurs internes de l'ordinateur. Des notifications d'erreurs système critiques ont inondé son moniteur principal, s'empilant rapidement les unes sur les autres jusqu'à ce que le grand écran devienne un désordre chaotique et aveuglant d'avertissements sévères. Audrey a frénétiquement saisi la souris de l'ordinateur, cliquant au hasard sur des fenêtres d'alerte qu'elle ne comprenait fondamentalement pas. La femme incroyablement arrogante qui m'avait vicieusement calomnié lors d'un dîner formel regardait maintenant fixement des milliers de lignes d'architecture Python très complexes. Le code logiciel complexe ressemblait exactement à une langue étrangère pour ses yeux complètement inexpérimentés. Elle a désespérément ouvert les dossiers de documentation technique complets que j'avais légalement laissés derrière moi, mais son manque sévère de connaissances de base en ingénierie logicielle a rendu les instructions très détaillées entièrement inutiles. Elle a commencé à transpirer abondamment, ses mains tremblant violemment alors qu'elle martelait frénétiquement le clavier mécanique. Entrant aveuglément des commandes administratives incorrectes et corrompant accidentellement des fichiers de configuration vitaux dans sa panique qui s'intensifiait rapidement. Le désastre technique interne a rapidement évolué en une crise externe massive. 3 grands instituts de recherche en biologie marine ont simultanément perdu tout accès à leur flux de données environnementales vitales en temps réel. Des clients d'entreprises très bien payés ont immédiatement inondé le standard téléphonique principal de l'entreprise d'appel furieux. Des courriels urgents exigeant un soutien technique immédiat ont fait planter la boîte de réception d'entreprises surchargées. Des chefs de projet en colère et des avocats d'entreprises agressifs ont menacé à plusieurs reprises d'invoquer les clauses de pénalité financière strictes explicitement écrites dans leurs accords de niveau de service. La prestigieuse start-up perdait en crédibilité et en argent à chaque minute. Et la nouvelle directrice technique n'avait absolument aucune idée de comment arrêter l'hémorragie catastrophique. Jeanne a ouvert d'un coup de pied la lourde porte en verre du département de technologie, son visage tordu de rage pure et incontrôlable. Elle a exigé une explication immédiate et détaillée de la défaillance catastrophique du système qui détruisait activement son entreprise. Audrey était assise, complètement figée dans le fauteuil en cuir coûteux, balbutiant de manière incohérente tout en pointant un doigt tremblant vers les écrans d'avertissement rouge lumineux.
Jeanne a rapidement réalisé que sa fille profondément favorisée ne possédait absolument aucune capacité à résoudre réellement la crise croissante. L'illusion pathétique de la compétence technique d'Audrey s'est instantanément brisée sous le poids écrasant de la responsabilité d'entreprise réelle. Appelle-la tout de suite, a ordonné agressivement Jeanne à Tristan, qui se tenait nerveusement dans l'embrasure de la porte du bureau en regardant le désastre absolu se dérouler en temps réel. Appelle ta femme et ordonne-lui de se connecter au serveur distant. Je me fiche des mensonges que tu devras lui raconter. Supplie-la s'il le faut. Dis-lui de réparer ce gâchis énorme immédiatement avant que nous ne perdions nos plus gros contrats commerciaux. Tristan a sorti frénétiquement son téléphone portable avec des mains tremblantes et a rapidement composé mon numéro personnel. Il a tenu l'appareil coûteux fermement contre son oreille, attendant désespérément que la sonnerie familière le connecte à sa sauveuse. Il croyait bêtement que je répondrais avec empressement à son appel, prête à le servir une fois de plus. Au lieu de cela, il a entendu la voix automatisée et impitoyable de l'opérateur téléphonique indiquant que le numéro était définitivement injoignable. Tristan a dégluti difficilement, la couleur quittant rapidement son visage, et a rapidement recomposé le numéro. Le rejet automatisé s'est parfaitement reproduit. Une panique absolue a envahi ses traits pâles. Audrey a désespérément saisi son propre téléphone portable et a essayé d'appeler mon numéro, mais son appel urgent a été coupé à la seconde exacte où elle a appuyé sur le bouton de numérotation. Jeanne a agressivement arraché un lourd téléphone de bureau de la console et a furieusement composé mes chiffres, pour être instantanément déconnecté par une tonalité forte et perçante. Ils se tenaient serrés les uns contre les autres dans la lumière rougeoyante de la salle des serveurs défaillante, fixant leurs appareils morts avec une horreur absolue. La réalité dévastatrice et indéniable s'est finalement abattue lourdement sur eux tous. Ils étaient complètement bloqués, entièrement exclus de ma nouvelle vie, et piégés de façon permanente à l'intérieur d'un navire en train de couler rapidement, sans plus personne pour les sauver. Dès la deuxième semaine de la crise croissante, Jeanne a autorisé un virement bancaire d'urgence de plusieurs centaines de milliers de dollars pour s'assurer immédiatement les services d'une équipe d'élite de consultants en logiciels indépendants. Les ingénieurs très bien payés se sont précipités au siège de Tampa et ont contourné l'équipe de direction frénétique pour accéder à la salle des serveurs principales. Ils ont passé 12 heures consécutives à analyser les référentiels de code source verrouillés, à examiner les journaux réseau paralysés et à tenter de retracer l'architecture numérique complexe que j'avais légalement laissée derrière moi. Audrey a tenté avec assurance de les suivre agressivement, lançant des mots à la mode technique dénués de sens pour affirmer son autorité imméritée. Le consultant principal a complètement ignoré sa performance désespérée. Quand il est finalement sorti de la salle des serveurs glaciales, son expression était complètement sombre. Il a exigé une réunion privée immédiate avec Jeanne et a brutalement exposé la réalité dévastatrice. Il a explicitement confirmé que l'architecture du système était un chef-d'œuvre sur mesure et très sophistiqué. Il a ensuite pointé directement Audrey du doigt et a déclaré que la nouvelle directrice technique ne possédait absolument aucune compétence technologique fondamentale. L'expert a estimé que faire de la rétro-ingénierie sur l'énorme base de données sans le créateur original pour naviguer dans la logique complexe nécessiterait que toute son équipe travaille pendant plusieurs mois ininterrompus. Cette évaluation professionnelle brutale a complètement détruit les illusions de contrôle soigneusement construites de Jeanne. Elle a entraîné de force Audrey dans la grande salle de conférence en verre, claquant agressivement la lourde porte. Jeanne a déchaîné une terrifiante agression verbale sur sa fille profondément favorisée. Elle a crié assez fort pour que tous les tâches du bureau de l'entreprise l'entendent, se moquant agressivement de l'incompétence pathétique d'Audrey et la blâmant directement pour l'hémorragie financière massive. Jeanne a exigé des résultats opérationnels immédiats, menaçant de dépouiller publiquement Audrey de son titre de direction et de couper complètement son somptueux fonds en fiducie personnelle si le réseau de suivi environnemental restait hors ligne un jour de plus. Elle a rappelé sans pitié à Audrey que son arrogance démesurée avait chassé la seule personne capable de diriger l'empire familial. L'humiliation publique vicieuse a absolument brisé l'ego massif d'Audrey. Elle ne pouvait pas accepter le fait indéniable qu'elle était entièrement inférieure à la femme qu'elle avait agressivement intimidée et humiliée lors d'un dîner de famille. Poussée par un pur désespoir et un orgueil aveuglant, Audrey a pris une décision profondément stupide. Au lieu d'attendre que les consultants professionnels reconstruisent en toute sécurité les chemins numériques, elle s'est secrètement reconnectée au terminal de contrôle principal pendant que l'équipe d'ingénierie prenait une courte pause repas. Elle a navigué aveuglément à travers les répertoires administratifs complexes jusqu'à ce qu'elle trouve le panneau de configuration principal contrôlant les capteurs océaniques distants.
Elle a follement supposé qu'elle pourrait forcer manuellement l'ensemble du réseau à se synchroniser en exécutant une commande de neutralisation globale du système pour prouver à sa mère furieuse que l'ingénierie logicielle était une tâche incroyablement simple. Sans comprendre une seule ligne des algorithmes sous-jacents, Audrey a rapidement tapé une série de commandes brutes et a agressivement appuyé sur la touche Entrée. Elle a complètement ignoré les avertissements de sécurité clignotant exigeant une autorisation secondaire. Sa commande imprudente a contourné de force les protocoles de sécurité intégrés et a poussé une métrique de calibrage entièrement incorrecte à chaque capteur sous-marin déployé le long de la côte de la Floride. Le système central n'a pas planté. Au lieu de cela, il a fait quelque chose d'infiniment pire. Le matériel a redémarré et a immédiatement commencé à transmettre une télémétrie fortement corrompue directement dans les bases de données en direct de leurs clients les plus importants. Audrey a regardé l'écran s'illuminer de coches de confirmation verte, croyant à tort qu'elle avait sauvé l'entreprise à elle seule. Elle ne se doutait absolument pas qu'elle venait de lancer une séquence d'autodestruction numérique irréversible. Le flux de données automatisées entrant était un déchet absolu. Les relevés océaniques brouillés ont instantanément contaminé des années de recherche en biologie marine très sensibles. Les mesures de température de l'eau ont enregistré des niveaux biologiquement impossibles, et les algorithmes de salinité ont produit des résultats complètement aléatoires qui ont activement écrasé des données historiques stables. Les prestigieux instituts de recherche ont réalisé la violation de données catastrophiques en quelques minutes. Les retombées pour l'entreprise ont été rapides et absolument brutales. Des avis juridiques officiels ont inondé la boîte de réception de l'entreprise avant la fin de l'après-midi. Les clients furieux ont invoqué les clauses de pénalité d'urgence profondément ancrées dans leurs accords de niveau de service et ont simultanément suspendu chaque contrat commercial actif. Ils ont complètement retiré leur soutien financier et ont légalement bloqué toute transmission de données ultérieures, déclarant l'entreprise totalement incapable de maintenir une intégrité opérationnelle de base. L'empire lucratif de l'entreprise se vidait de son sang, entièrement détruit par une seule frappe arrogante au clavier d'une dirigeante totalement incompétente. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce dîner formel désastreux, et le grand bureau de direction de Jeanne était complètement enseveli sous une montagne de documents juridiques officiels. La corruption catastrophique des données a déclenché une avalanche incessante de poursuites judiciaires d'entreprises. De grands instituts de biologie marine et de puissants clients commerciaux ont agressivement poursuivi l'entreprise pour des dommages financiers massifs. Les plaignants furieux ont explicitement cité des violations catastrophiques de leurs stricts accords de niveau de service, refusant toute offre désespérée de médiation. Ils ont soumis une documentation complète prouvant que la télémétrie corrompue avait ruiné de façon permanente des années de recherche océanique très sensibles. Les avocats d'entreprises agressifs ont exigé des millions de dollars de compensation financière immédiate, attaquant sans pitié la start-up très vulnérable sous tous les angles juridiques possibles. L'afflux rapide de poursuites massives a instantanément terrifié les institutions financières qui soutenaient actuellement la start-up. Reconnaissant l'effondrement imminent indéniable, les grandes banques ont agi agressivement pour protéger leurs propres actifs financiers. Elles ont immédiatement gelé toutes les lignes de crédit commercial et ont entièrement bloqué les principaux comptes opérationnels. Jeanne a appelé frénétiquement ses représentants bancaires d'élite, exigeant agressivement un accès immédiat à ses propres fonds d'entreprise, mais les banquiers ont froidement refusé ces demandes. L'empire technologique autrefois lucratif ne possédait soudainement plus aucun capital pour payer les employés restants, engager des avocats de la défense coûteux, ou même garder les lumières du bureau physique allumées. Complètement acculée et sans aucune option financière restante, Jeanne a été forcée de ravaler son immense fierté. Elle s'est assise seule dans son bureau sombre et a signé à contre-cœur les documents fédéraux profondément humiliants pour déposer officiellement le bilan selon le chapitre 11 de la loi sur les faillites. L'immense empire qu'elle avait impitoyablement bâti sur mon travail volé avait complètement disparu. La faillite dévastatrice de l'entreprise a immédiatement coupé le flux incessant de richesses imméritées qui finançait le style de vie personnel incroyablement somptueux de la famille. La réalité brutale de leur nouvelle ruine financière a frappé Dylan en premier. Il a nonchalamment tenté de payer une énorme note de bar dans une boîte de nuit exclusive du centre-ville, pour voir le barman refuser publiquement sa carte de crédit premium. Enragé et profondément humilié devant ses riches amis, Dylan est retourné directement à la demeure du bord de Baille. Il a violemment ouvert la lourde porte d'entrée d'un coup de pied et s'est lancé dans un déchaînement de violence absolue et incontrôlable dans le couloir principal. Il a agressivement retourné une lourde table à manger en verre, brisant des vases anciens coûteux contre les murs et détruisant complètement le salon formel où il m'avait autrefois fièrement humilié. Il a acculé Audrey près du grand escalier, hurlant violemment sur sa sœur terrifiée.
Dylan a vicieusement blâmé son arrogance totalement incontrôlée pour avoir détruit à elle seule l'entreprise familiale lucrative. Il l'a agressivement maudite pour avoir définitivement coupé son allocation de fonds en fiducie sans fin, jetant sauvagement une lourde chaise en bois à travers la pièce pour souligner sa rage explosive. Il a explicitement rappelé à Audrey que son besoin désespéré de jouer à la brillante dirigeante technologique les avait officiellement tous transformés en de complètes risées fauchées. Audrey s'est physiquement effondrée sur le sol en bois dur froid, pleurant hystériquement alors que son frère continuait son agression verbale agressive et implacable. La femme très privilégiée qui avait audacieusement exigé mes excuses immédiates quelques mois auparavant était maintenant complètement brisée, entièrement sans défense et totalement seule. Elle a finalement réalisé qu'elle était passée de l'enfant chéri de sa mère au méchant ultime de la famille. Son incompétence technologique profonde avait officiellement détruit leur immense richesse générationnelle en quelques jours, effaçant complètement leur statut social privilégié au sein de la communauté aisée de Floride. Elle a désespérément regardé autour du salon en ruine pour tout signe de soutien émotionnel de la part de ses parents ou de ses frères, mais elle n'a absolument rien trouvé. Gérard, restant complètement fidèle à sa nature profondément lâche, a entièrement abandonné sa famille pendant l'horreur la plus sombre. Le patriarche terrifié s'est enfermé en toute sécurité dans son bureau privé à domicile, consommant agressivement du whisky coûteux et refusant entièrement de faire face à la dure réalité. Il a activement ignoré les avocats spécialisés en faillite qui appelaient à plusieurs reprises son téléphone portable personnel. Il a délibérément choisi de se cacher dans un brouillard sombre et alcoolisé plutôt que d'affronter le désastre financier terrifiant que sa femme dominante et sa fille arrogante avaient réussi à créer. La structure familiale profondément toxique s'est rapidement consumée. Pendant si longues années, ils avaient réussi à maintenir leur fausse unité en projetant constamment leurs échecs collectifs et leur colère vicieuse directement sur moi. Sans leur bouc émissaire principal physiquement présent pour absorber leurs abus incessants, ils ont instantanément tourné leurs crocs venimeux les uns contre les autres. La grande demeure s'est entièrement transformée en une zone de guerre misérable de profond désespoir financier, de disputes violentes et de regrets sans fin. Les portes du tribunal des affaires familiales de Floride se sont ouvertes. Solange est entrée dans le couloir, rayonnant de pouvoir. Elle dominait l'espace, en tant que nouvelle directrice de la technologie à New York. Près des ascenseurs attendaient Jeanne et Tristan. La posture de Jeanne était affaissée. Son entreprise n'était qu'une coquille vide, étouffant sous le poids du chapitre 11 de la loi sur les faillites. Tristan se tenait à côté d'elle, ayant abandonné son ego. Son arrogance avait disparu, remplacée par un désespoir pur. Ils ont bloqué Solange avant qu'elle ne puisse atteindre la sortie. Tristan a parlé le premier, sa voix se brisant. Il l'a supplié de revenir. Jeanne s'est avancée, ravalant sa fierté. Elle a frénétiquement promis à Solange des parts massives de l'entreprise, la suppliant de réparer le système et de les sortir de la ruine. Ils ont baissé la tête, implorant le salut. Solange n'a pas bronché. Elle les a fixés. Ce que vous avez perdu, ce n'est pas une ingénieure logicielle, a déclaré Solange, sa voix tranchant le silence. Vous avez perdu la seule personne qui empêchait silencieusement toute cette famille de s'effondrer. Jeanne s'est étouffée dans un sanglot, tendant une main. Tristan s'est figé, le poids de la réalité l'écrasant instantanément. Solange n'a pas hésité. Elle leur a tourné le dos et s'est éloignée. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Elle est entrée et a appuyé sur le bouton. Les portes métalliques se sont refermées brusquement. Solange a coupé les ponts pour toujours.